Commencer. Si. Bien. Alors, j'ai le rôle et l'honneur tout d'abord de présider cette séance, cette troisième séance de l'après-midi. J'aimerais remercier bien évidemment mon ami et collègue Alfonso pour le travail qu'il fait avec la diffusion de la culture italienne et pas seulement. Et surtout dans son impact dans l'enseignement, même à l'université, puisque nous sommes collègues, je suis professeure de littérature et donc j'ai une sensibilité par rapport à ces thèmes. Cet après-midi, nous allons nous pencher sur un volet italo-tunisien assez intéressant où j'ai trouvé un fil conducteur. C'est un peu notre rôle, non, de trouver un fil conducteur dans tout ce qu'on fait. Et depuis ce matin, j'aimerais faire une transition par rapport à tout ce qui a été dit. Je l'ai résumé en quelques mots. Donc, partir pour revenir, écrire pour ne pas oublier, guérir pour ne plus souffrir. Et je pense que ça résume tout à fait ce qu'on a vu, ce qu'on a écouté. Et le fil conducteur de ce colloque et de toutes les études méditerranéennes qui se font autour de la littérature tunisienne d'expression française ou tunisienne d'expression italienne, je pense qu'il y a beaucoup de Tunisiens en Italie qui écrivent en italien. C'est un volet nouveau qui va être exploré, je pense, les prochaines années par nos doctorants. Et c'est notre rôle en tant que professeurs. Nous avons, comment dire, cette responsabilité de garder la mémoire à travers l'écriture. Et Dieu seul sait combien c'est difficile parfois de modifier les programmes et d'inculquer ou d'introduire des éléments nouveaux dans la recherche. Moi, je travaille sur toute autre chose, sur l'imagerie du monde arabe et de l'islam au Moyen Âge et à la Renaissance, sur les récits de voyage. Et le fil conducteur que j'ai trouvé dans toutes mes recherches et dans ces écrits que j'ai lus, j'ai eu le plaisir de lire plusieurs ouvrages de ce matin et de cet après-midi, c'est cette envie de se raconter pour raconter une partie de l'histoire. Nous, les professeurs, on a envie de transmettre cet amour vers la Tunisie plurielle pour de vrai, qui est toujours valable et sera toujours valable. On est une mosaïque de plusieurs civilisations et cultures. Moi, je viens du sud de la Tunisie. Mon grand-père m'a inculqué l'amour pour la poésie française. J'ai été gardée pendant plusieurs années par une Maltaise d'origine italienne jusqu'à l'âge de 6 ans. Et quand j'ai choisi l'année du bac pour faire études littéraires en italien, on m'a posé la question, pourquoi l'italien? Parce que très probablement, c'est quelque chose de très profond au fond de moi-même que je porte toujours, cette passion et cette envie de reconstruire des morceaux. Donc merci Alfonso pour ce plaisir de lire et on va tout de suite commencer par cet après-midi où nous avons des écrivains, des chercheurs qui se penchent sur le recours et le cours de Giambattista Vico. Chacune et chacun de nous ici veut reprendre un chemin ou une partie de son histoire ou de l'histoire de l'autre. Nous allons faire, comment dire, un parcours de l'historien à l'écrivain, au chercheur, à l'enseignant qui va puiser dans ses souvenirs pour écrire un roman policier, à qui cherche à travers les photos et les objets de sa maison de reconstruire une partie de sa mémoire. Et nous allons conclure avec notre cher collègue Bassem Aloui en tant que chercheur sur la personne, le personnage et l'auteur qui nous unit ici, pour cette occasion qui est Monsieur Campisi. Donc voilà, je commence à présenter Marie Jaramidaro, qui est née à Tunis.
qui part pour l'Italie en septembre 63, après un séjour de 4 ans à Rome. Sa famille émigre en France, à Nice, où elle fait toute une scolarité jusqu'au départ pour Paris, pour entrer à l'École nationale supérieure des arts techniques du théâtre ou École de la rue Blanche. Elle est comédienne, elle a fait une carrière d'actrice, elle participe à l'écriture du scénario d'un film que j'ai beaucoup aimé et quand j'ai lu votre biographie, j'ai dit c'est fou, comme on dit, Maktoub, non? Tutto gira. Et après, on se retrouve et j'ai adoré ce film. Donc, ça me fait vraiment plaisir et je suis très émue de vous voir comme ça et de savoir que vous avez écrit le scénario de ce film. Là-bas. Ah, d'accord. Ça fait plaisir. Et ce lieu nous unit, en fin de compte, et c'est toujours par la culture qu'il y a l'union. Il n'y a rien à faire, hein. La culture unit les peuples et les personnes. Donc, ce film, d'ailleurs, sort en 2016 en Italie et en Pologne. Il participe au Festival du film de Bari, au Festival international ainsi qu'au Film Festival de Los Angeles. Vous êtes en train d'écrire un nouveau scénario en ce moment et votre ouvrage est très intéressant à travers votre parcours. Je vous laisse tout le temps pour nous présenter votre œuvre et votre parcours. Merci. Merci à vous et bonsoir, bonsoir. En Italie, on dit bonsoir parce qu'après-midi, après 1 heure, c'est le soir. Bon, alors bonjour et bonsoir, chacun prendra ce qu'il veut prendre. Alors, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur Campisi qui m'a invité à cette rencontre d'écrivains siciliens de Tunisie. Je dois dire tout de suite que moi, je ne me retiens pas un écrivain. Disons que j'aime les histoires, j'aime écrire des histoires et en particulier des scénarios justement. Et puis j'ai eu l'occasion d'écrire cette chronique de ma famille. Tout ça a démarré, disons, à partir de la rencontre de Matabia à Marsala il y a 3 ans, où j'ai senti l'urgence d'écrire, de garder dans la mémoire un patrimoine qui pourrait se dissoudre dans le temps. Et j'ai écrit cette chronique qui s'intitule Yahasra avec 2 S. Parce que je cherchais partout comment ça s'écrivait, parce que moi je l'entendais dire, non, par ma grand-mère en particulier. Et bon, il y a plusieurs orthographes, il paraît. Alors donc j'ai choisi celle qui avait 2 S, parce que ça me plaisait davantage. Et qui s'appelle donc Yahasra, 100 ans en Tunisie. Et c'est une chronique qui raconte certains épisodes de l'histoire de ma famille dans ce pays, qui raconte des anecdotes, des souvenirs. Et c'est un récit qui commence par le départ de mes arrière-grands-parents de l'île de Pantelleria pour la Tunisie en 1864 et se termine en 1963 avec notre retour en Italie. Alors, retour, je l'ai mis entre guillemets, parce qu'effectivement, on l'a dit, on l'a répété, c'était pas vraiment un retour, on ne savait pas où on allait en fait. Hein. Alors, moi, j'ai écrit ce livre aussi pour rendre hommage à ma famille, pour rendre hommage à leur aventure humaine dans ce pays qui les a accueillis et qui, dès la 2e génération, est devenu le leur. En fait, le récit commence par un souvenir de ma grand-mère qui était persuadée que sa grand-mère était née en Tunisie. Alors qu'en fait, j'ai pu retrouver dans des recherches généalogiques que sa grand-mère était née à Pantelleria. Donc, même ma grand-mère avait des souvenirs, tellement elle sentait cet ancrage non, dans le pays.
Et, 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 et c'est justement, comme je disais, dans cette première édition de Matabia, que j'ai eu envie, grâce à cette édition, d'écrire ce texte. Et ce même à travers, et on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, on a dit tellement de choses aujourd'hui que moi je vais sans doute répéter des choses parce que on a tous eu comment dire, on a vécu des choses tellement semblables que c'est inévitable. Et donc, je me suis un peu perdue. Ça m'arrive parce que je suis quelqu'un de très émotif. Alors je le dis tout de suite, attendez-vous au pire. Non, justement, à travers écrire cette histoire, à travers la petite histoire, l'histoire des gens simples, parce que ma famille, c'était des gens simples. Comme une sorte, je voulais écrire comme une sorte d'épopée des petites gens, en fait. De ceux qui, au lendemain de l'unité d'Italie, partent de la Sicile ou des îles à la recherche d'un avenir meilleur. Mais ça, c'était évident. Et puis, j'ai écrit ce livre pour tous ceux qui, dans ma famille, représentent le futur, c'est-à-dire mes neveux, mes petits-neveux, eux qui sont nés et vivent dans le brouillard du nord de l'Italie, et afin qu'ils connaissent leurs racines et surtout qu'ils ne les oublient pas. Pour moi, c'était important ça, cet aspect. Et il y a quelque temps, ma nièce m'a envoyé un message, elle a lu le texte, et elle m'a dit que d'abord qu'elle découvrait plein de choses dont elle n'avait jamais entendu parler parce que ses parents ne lui ont jamais raconté, parce que peut-être qu'ils ne s'en souvenaient pas, et que et qu'elle était qu'elle comprenait en fait ce qu'elle ressentait, ses difficultés, sa difficulté à vivre venait probablement de là, parce que cette histoire est une histoire quand même belle, oui, c'était un paradis, mais en même temps, la déchirure a été tellement violente que c'est une blessure, et je pense que nous tous ici sommes des gens blessés, et que à travers ça, on essaye de, justement, comme disait notre médiatrice, on essaye de se soigner, en fait, hein, de se soigner et d'absorber tout ça. Et enfin, j'ai écrit aussi ce livre pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de cette communauté, les chercheurs, les historiens, et Monsieur Campisi, lorsque je lui ai envoyé le livre, m'a dit qu'il l'avait tout de suite mis dans la bibliothèque de la chaire de Sicile, de l'université. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que justement, c'est ce que je lui ai dit. J'ai eu l'impression que mes parents sont revenus chez eux. Et il s'agit d'un livre donc très personnel, hein, aussi bien dans la forme que dans le contenu. J'ai choisi un format album photo puisque les souvenirs constituent le cœur de cet ouvrage. Et il y a des souvenirs en tout genre, des souvenirs mélancoliques, mais aussi des souvenirs amusants et même parfois cocasses. La deuxième partie du livre est constituée de photos, d'ailleurs, par exemple, je prends une page au hasard, mais en même temps, ce n'est pas une page au hasard, c'est une de celles que je préfère parce que celle-ci, je la trouve géniale. C'est des photos qui, en réalité, sont très petites. La plupart sont extrêmement petites. Et là, on a eu la possibilité de les agrandir. Donc, moi, de voir ma mère comme ça, je ne l'avais jamais vue aussi grande. En fait. Ma grand-mère aussi, par exemple. Voilà, ma mère. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Et je continue.
Alors voilà, ce sont des photos en noir et blanc et il y a même des photos sépia qui sont les plus anciennes et qui la plus ancienne date de 1891 et c'est la photo de mon arrière-grand-mère avec son mari et leur premier enfant. Il y a des photos justement du carnaval, il y a des photos de la guerre aussi, de la Première Guerre mondiale, il y a des photos des événements familiaux, les mariages, les rencontres de famille, les repas, non? Et ce sont aussi des souvenirs qui mettent l'accent sur les qualités particulières. Hein, dans le livre, ce que je raconte, ce sont les qualités particulières et même uniques de ces gens. Tout d'abord, leur esprit pionnier, des gens qui n'hésitaient pas à partir pour aller chercher quelque chose de meilleur ailleurs, effectivement. Par exemple, mon grand-père paternel qui part de Trapani en Amérique, qui va en Amérique, à Brooklyn, et qui reste là-bas 6 mois. Et puis, il ne s'y trouve pas bien. D'habitude, les émigrés s'accrochent absolument, surtout aux États-Unis, les images qu'on en voit, qu'on a vues. Et lui, ben non, c'est pas sa tasse de thé. Donc il rentre en Sicile et puis il repart en Tunisie. Et ensuite, il part aussi avec toute sa famille en Libye pour travailler. C'est toujours le travail hein, qui les fait bouger, ces gens-là. Et mon père est né en Libye, par exemple. Mon grand-père par alliance, hein, pareil, qui vit des années au Maroc et puis après il se demande s'il va partir en Syrie ou alors au Brésil. En fait, après, il part en Tunisie, du Maroc, il part en Tunisie. Il revient chez lui. Donc un esprit d'aventure quand même, associé justement à un instinct de survie qui souvent se transforme en une grande créativité, en une grande capacité aussi de se réinventer à chaque fois. Non. Par exemple, mon grand-père et surtout mon père, qui se sont réinventés 1000 fois, en changeant de métier à chaque fois. En fait, le chapitre qui est dédié à mon père s'appelle Mon père, l'homme aux 1000 métiers. Donc des gens qui savaient s'adapter à tous les changements. La Seconde Guerre mondiale les a mis à rude épreuve dans les camps de détention, quand l'Italie devient à un certain moment ennemie de la France. Donc mon père se retrouve dans le désert, mon grand-père dans le camp Kreider, qui était le camp le plus terrible, destiné aux plus dangereux. Enfin, mon grand-père n'était pas un homme belliqueux, au contraire, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, là, il y a peut-être eu une erreur, mais bon. Alors, le personnage... et oui, ils avaient aussi cette... Ça, on l'a dit et on le sait, et tout le monde peut en être témoin, cette capacité de vivre côte à côte dans un milieu multiculturel, d'intégrer toutes les langues, hein, en parlant une langue melting pot composée de sicilien, d'italien, de français, d'arabe tunisien, d'arabe sicilianisé, parce qu'il y avait aussi le passage de l'arabe au sicilien, genre la zebola. Hein, c'est un peu l'exemple qu'on cite souvent parce que c'est... Et le personnage principal de cette histoire, c'est ma grand-mère maternelle, Caterina Cordaro, que tout le monde appelait Titine ou Titina, une femme qui s'émancipe à travers le travail. Elle commence très jeune, à l'âge de 12 ans, et puis elle devient modiste.
Et c'est grâce, disons, à son travail, à tout ce qu'elle a fait, parce que bon, elle a ouvert des magasins, elle a eu plusieurs expériences de ce genre. C'est une femme qui crée son indépendance. C'est une femme courageuse aussi, on peut dire, parce que on a parlé plusieurs fois aujourd'hui des bombardements à Mamlif en 1943. Mes grands-parents habitaient en réalité rue Al Jazeera, qui à l'époque était assez proche de la gare. Donc ils ont pensé d'émigrer là aussi, de se rendre, et de se protéger à Mamlif, puisque là-bas il n'aurait pas dû y avoir de bombardement, étant donné qu'il y avait le palais du bey. Et bien non, au contraire, c'est là que les Allemands, enfin, où il y a énormément de bombes qui sont lancées sur Amamlif, et elle part chercher à manger parce qu'ils ont fini le sac de farine, le jambon qu'ils avaient emmené. Ils sont partis de la rue Al Jazeera jusqu'à Mamlif à pied, parce qu'il n'y avait pas de transport, il n'y avait plus de train, il n'y avait plus de bus, il n'y avait plus rien qui partait sur à Mamlif, et donc ils sont partis à pied. Ils étaient une vingtaine, un groupe de parents, d'amis, et voilà, donc cette grand-mère courageuse. Je sais bien, je suis en train de faire l'apologie de ma grand-mère, mais ouais, il le faut, parce que vraiment elle le mérite. Parce que c'était aussi une personne extrêmement dangereuse, généreuse. Je veux dire, quel lapsus intéressant. Peut-être par rapport à ce qui se passe après. Mais donc généreuse, puisqu'elle s'occupait de tout le monde dans sa famille. Quand il y avait des problèmes, c'est elle qui soignait les gens, qui s'occupait de tout, en fait. Donc elle était devenue le pilier de toute la famille. Et qui quitte son mari. Alors à l'époque, effectivement, on ne divorçait pas. Mais donc on se séparait, elle s'est séparée, elle est partie, elle a laissé son mari après avoir fait une fuitina avant de se marier. Donc, ouais, une fuitina, c'est-à-dire cette fugue des amoureux, voilà, pour obliger en quelque sorte les parents à accepter un mariage qui pour eux n'était pas acceptable. Pardon? Ouais, ouais. Mon frère aussi m'a dit, on dit comme ça. Je lui dis, ben non, mais moi je me souviens de ça. Mais voilà, ce sont deux termes qui indiquent la même, le même besoin de se marier rapidement. Voilà. Mais alors, c'est celle qui probablement a souffert le plus lorsqu'on a dû quitter la Tunisie, puisque elle vit très mal ce retour au pays, entre guillemets, une nouvelle fois, qui en réalité pour elle a été un réel déracinement, une perte d'identité totale, et qui peu à peu va la conduire à l'Alzheimer. Et celui qui donne la réplique à ma grand-mère, donc c'est mon grand-père, grand-père Kruntz, qui n'est pas le grand-père réel, celui que ma grand-mère a laissé, mais son deuxième mari. Alors, grand-père Kruntz en français, en italien c'est nonno Kruntz, et c'est nous, ces petits-enfants, qui l'avons appelé comme ça, parce que c'est un personnage de bande dessinée, Otto Kruntz, du Corriere dei Piccoli, qui était un journal pour enfants, très ancien d'ailleurs, hein,
Et c'était ce Otto Krunz, c'était un inventeur un peu fou qui faisait des inventions absurdes. Et bon, non disons pour se moquer de lui, on l'appelait Nonno Krunz, mais parce que c'était quelqu'un qui, un autodidacte, qui savait faire de tout. Il transformait, il construisait, il a même, il faisait, je sais pas moi, bon, il construisait des radios, ça, il y a des gens qui savent le faire. Il construisait des écouteurs, des meubles, des instruments de musique. Il a même contribué à la rénovation de l'installation électrique, du système électrique du théâtre municipal de Tunis. Donc il était électricien, il était mécanicien, chauffeur, bon, un peu de tout. Mais il n'était pas très doué pour les affaires. En fait, ça ne l'intéressait pas, sincèrement. Il préférait vivre plutôt que d'accumuler. Et puis il y a mon père, donc l'homme aux mille métiers, qui d'abord est coiffeur, pour homme dès l'âge de 10 ans, tout petit. Ensuite, il devient chauffeur de camion pendant la guerre, aux travaux forcés, justement. Ferrailleur après la guerre, lorsqu'il ramasse tout le fer des camions, des engins de guerre qui se trouvent sur les routes de Tunis, de Tunisie. Puis il devient épicier avec une recette spéciale pour assaisonner les olives. Et puis maçon, lorsqu'il se déplace en France, et en fait plein d'autres choses. Quelqu'un qui, disons, renaît de ses cendres à chaque fois, qui tombe 1000 fois, mais qui se relève toujours. Un bon vivant, lui aussi peu doué pour les affaires, mais une personne profondément nette. Et disons que c'était un grand conteur, et c'est probablement tous ces souvenirs que j'ai pu recueillir, c'est grâce à mon père qui racontait beaucoup, qui d'ailleurs il racontait même à mon mari quand on allait à Nice lui rendre visite, et il se souvient lui-même de diverses choses qu'il racontait. Et c'était quelqu'un qui aimait plaisanter beaucoup, donc une personne très agréable. Et puis il y a ma mère qui est présente tout au long de ce voyage des souvenirs, en particulier dans les photos. Les plus belles photos sont celles de ma mère enfant, justement. Une personne qui était très réservée, très timide, donc elle ne se livrait pas beaucoup, ce qui fait qu'on avait peu de matériel. Mais ça ne l'empêche pas d'être présente tout au long de ce récit. Et puis, avant de me lancer dans cette aventure de l'écriture d'une chronique familiale, toujours avec l'idée de contribuer justement à documenter la vie des Siciliens de Tunisie, j'ai fait restaurer et digitaliser des films 9 mm 5 tournés par mon grand-père juste après la guerre, quand les pellicules étaient à nouveau disponibles. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ces films parce que le projecteur ne fonctionnait plus. Il manquait une pièce. C'est un projecteur des années 20, 1920, donc forcément difficile à retrouver. Et là, ça a été quelque chose de très émouvant pour moi parce que j'ai vu mes grands-parents jeunes. J'ai vu ma mère jeune fille, mon père jeune. Et c'est ça aussi qui m'a poussée et qui m'a donné envie de leur redonner vie à travers justement un récit. J'avais envie de restituer et de fixer dans le temps le vécu et les émotions de ces gens un peu spéciaux qu'on appelle les Siciliens d'Afrique. Un chapitre aussi est consacré au retour en Italie, un retour difficile dans un pays qui n'avait rien prévu pour nous accueillir, si ce n'est les camps de réfugiés, et on sait comment c'était ces camps de réfugiés. Un pays où mes parents se sont fait excroquer à plusieurs reprises parce qu'ils n'étaient pas habitués à cet esprit. En Tunisie, probablement,
ils étaient au contact de gens beaucoup plus simples, beaucoup plus intègres, honnêtes, peut-être. C'est le thème, c'est ça le mot. Et c'est ce qui amène mon père à décider de laisser l'Italie pour partir pour la France. Donc on a fait une série de déracinements. Et donc après, il faut replanter ces petites plantes. Et lorsque nous avons quitté la Tunisie en 63, moi j'étais trop petite. J'avais à peine, j'avais même pas 2 ans. Donc moi personnellement, de cette époque-là, je n'ai pas de souvenir, absolument aucun souvenir. Ce que j'ai, c'est des souvenirs racontés justement, mais par une oreille un peu distraite, parce que j'étais petite, un peu fofolle, enfin bon, ça m'intéressait relativement. Et, et donc, je me suis mise à poser des questions et à poser des questions à mon frère, qui est le dépositaire de la mémoire. Lui, il a tout enregistré. Et donc, c'est grâce à lui que j'ai pu reconstruire tous ces épisodes et que les personnages ont commencé à exister à nouveau et à reprendre vie. Pour conclure, le thème central donc de la construction, je dirais intuitive, parce qu'après tout ça, c'est agencé tout seul. Je n'ai pas fait de plan particulier. C'est le flux de la mémoire. Alors, je vais vous lire simplement, pour conclure, l'épilogue, qui est très bref, hein, ne vous inquiétez pas. Ah non, ça c'est la version italienne. Je vais le dire en français. Sinon, on risque de ne pas arriver à tout le monde. Dans ce voyage de la mémoire, le lecteur s'est peut-être senti un peu perdu et confus, comme si on l'avait pris par la main et conduit à travers des ruelles entremêlées et parfois sombres de la Médina de Tunis. C'est ainsi que fonctionne la mémoire, par flash, dans un temps qui n'appartient qu'à elle, un temps dicté par les émotions. À travers leur histoire, nous avons essayé de redonner vie à de nombreux personnages pour ne pas oublier et pour qu'ils nous accompagnent encore un peu. Peut-être avais-je besoin, comme tant d'autres, de faire revivre ces silhouettes dans un paysage et un temps imaginaire, de faire résonner leur voix et de me faire un film sur une réalité que je n'ai jamais vécue. Pour eux, la Tunisie était une sorte de paradis qu'ils ont dû quitter sans avoir été vraiment chassés. Mais le résultat a été le même. De cette expérience que j'ai à peine vécue parce que j'étais trop petite, il me reste dans le cœur et comme une présence qui me rassure, la voix du muezzin appelant à la prière, le cri strident des hirondelles se pourchassant sur les terrasses de Tunis, le doux parfum du jasmin dans la nuit, et une lumière chaude éclairant les murs blancs d'une maison. Ya Hasra, c'était le bon temps, aurait dit ma grand-mère avec nostalgie. Merci à vous. Merci Marie, c'est très émouvant ce que vous avez lu. Justement, l'écriture pour restituer et le voyage intérieur que vous avez fait aussi à travers ces souvenirs. Et sur la même lignée, nous allons passer à notre deuxième écrivaine qui, elle aussi, elle a, à travers des images et des objets, elle a reconstitué des souvenirs, un parcours. Donc, je vous présente Rosa Maria Maggio, qui est née à Bologne en 56, de formation juridique en 1978. Elle est avocate, elle a été avocate, fonctionnaire, militante. J'ai lu votre biographie, vous avez fait tellement de choses
même pour la communauté kurde, donc pour les minorités, nous, on est très sensibles à ce genre de sujet. Donc, vous êtes polyvalente dans le sens où vous avez plusieurs compétences, non seulement dans l'écriture, l'histoire, les sciences juridiques, et vous avez fait aussi une enquête, si j'ose dire, sur votre passé à travers une reconstruction de vos souvenirs et d'objets que vous avez retrouvés chez vous dans cet ouvrage Migrazione italiana in Tunisia, storia dei Montelatici dagli inizi dell'Ottocento, un ouvrage qui retrace le parcours de la famille Montelatici, originaire d'Italie, installée en Tunisie dès le début des années 1800. Ce récit mêle souvenirs familiaux transmis par le grand-père Guido Locci Montelacci, c'est ça? Oui, et Montelatici. Et des recherches historiques, vous avez vous avez présenté un témoignage vivant de cette expérience migratoire, encore une fois, italienne. Votre œuvre met en lumière la manière dont la mémoire personnelle et collective se tisse à travers. Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre ouvrage, c'est ce via vai, comme on dit en italien, entre les objets qui sont révélateurs parce qu'ils portent une mémoire et quand on les retrouve chez nous, on se pose des questions et ça a inspiré plusieurs écrivains, poètes, historiens sur le passé de chacun de nous et à valoriser surtout le patrimoine, non seulement de notre ADN, mais de ce monde qui communique à travers les objets et les souvenirs. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je remercie le professeur Alfonso Campisi et la professeure Meriem de GEB qui a compris exactement le travail et pour sa introduction. Je suis d'origine sicilienne. Je pense qu'Alfonso m'a choisi pour ça. Parce que... mais j'habite en Sardaigne et j'ai écrit ces courts essais sur ma famille italo-tunisienne arrivée ensuite en Sardaigne. J'ai été professeur du lycée à Cagliari. J'avais une formation juridique comme un monsieur. J'avais vécu, et peut-être après à la retraite, non? Devenant écrivain. J'avais vécu mon adolescence parmi des objets qui me parlaient de cette terre lointaine et proche, la Tunisie. Et maintenant, je sais donner un sens à ces objets, seulement maintenant. J'ai toujours pensé que chacun de nous est l'histoire des autres, des ancêtres, des membres de la famille, de ceux avec qui nous nous accompagnons dans la vie. Mon grand-père maternel racontait des anecdotes très colorées sur les membres de la famille. Le récit oral a accompagné ma enfance et il construit encore aujourd'hui mon rapport au présent et au futur. L'histoire que j'essaie de raconter appartient à toute ma famille et à ceux qui ont été là, à ceux qui sont là, à ceux qui seront là. Nous sommes des grands-mères, Jeannette aussi, des grands-mères qui désirent laisser quelque chose. Ce livre a été créé pour construire un pont entre les racines auxquelles nous devons revenir pour reconstruire les rapports avec notre propre histoire et le concret du présent. Répondre aux besoins de préserver la mémoire personnelle et collective. Ma famille d'origine émerge des histoires de grands-pères, des photos en ruine par les temps, petit peu parce que l'histoire est de arrière, le premier de 1800. Et qui aide à mémoriser et reconnaître les visages des gens, des objets auxquels est dédié un espace fait d'images et de petites histoires, dans une référence continue du passé à aujourd'hui. Pardon pour mon français. Hein? Les souvenirs familiaux sont importants, mais pas suffisants moi-même pour faire sortir les rapports au temps dans lesquels ils ont raconté. Mène une action active de construction de sens. L'histoire familiale devient le récit choral
d'un territoire et d'une mémoire partagée. La mémoire des lieux joue un rôle très important et est mis en valeur de nombreuses photos qui font référence aux différents moments du travail. Je cherche de conduire les lecteurs là où une partie de ma famille a vécu, en Tunisie. Je parle d'un voyage karmique, qui n'est pas seulement la description des territoires traversés, des villes, des quartiers, des panoramas. Ce qui compte sont les émotions que je cherche de communiquer. J'espère que le lecteur simplicite retrouve une part de lui-même dans l'histoire malgré les différences, les cachets, l'implicite. Lorsque Romain Rainero parlait des Toscanes de Tunis, il appelait population oubliée. En 1820, le traité de Trêves a signé entre le Grand-Duché de Toscane et la régence de Tunis, transformé 2 ans plus tard en paix définitive, avec l'engagement d'abolir définitivement la piraterie et l'esclavage. Cet accord a favorisé le développement des échanges entre la Tunisie et le Grand-Duché et par conséquent le transfert de nombreux Italiens, tant pour des raisons commerciales que politiques. Giovanni Battista Montelattici, mon ancêtre, est né en mars 1802. Il quitta le Grand-Duché probablement en 1821 pour gagner la Tunisie, où il mourut en 1862. Il a vécu loin de son pays jusqu'à la fin de ses jours, les années où, après soulèvement, guerre, expédition, les rêves de beaucoup d'Italiens allaient se matérialiser pour construire l'unité du pays. D'après les actes de baptême des enfants, il semble que la famille originaire de Livorno. Il n'est pas certain si Giovanni Battista ait rencontré sa future épouse Caterina Desideri avant son départ ou à son arrivée en Tunisie. Le mariage entre Giovanni Battista et Caterina fut célébré à Tunis en 1826. Il est probable que leurs familles respectives se trouvaient déjà en Tunisie au moment de leur rencontre. Mon ancêtre, dans 1826, avait 24 ans. Francesco Giuseppe Riccardo Montelattici, mon ancêtre, arrière-grand-père, est né de Giovanni Battista et Caterina à Tunis et est décédé en Sardaigne. Il est né en 1831 et décédé en Sardaigne en 1898. Dans les documents trouvés à l'archevêché de Tunis, nous lisons que en 1840, un frère est né, Federico Francesco Agostino, et notre frère Francesco Agostino et Eugenio et Rosa. Et il semble qu'il soit resté en Tunisie. Le déménagement de notre famille en Tunisie peut donc être daté du début des années 1800 et fait partie de ces premiers grands exodes des Italiens dus à des événements politiques dont il existe des preuves historiques. C'est une histoire née de gens avec des pédigrés, comme on disait ce matin, mais une famille normale. Une famille normale qui n'est pas, qui peut-être que nous pouvons ramener si quelqu'un ne parle de ça. Nullo Pasotto dit la bourgeoisie européenne de Tunis dans les premières décennies du siècle dernier vivait dans les quartiers de la Porta del Mare, au pied des souks, dans la Via della Chiesa, où se trouve encore la plus ancienne église de Tunis, celle de Santa Croce, où ma famille a été baptisée, a été mariée, a été morte. Fondée en 1862 par le père Capucin, rue de la Casbah et rue des Consoli, qui fut ensuite divisée en rue de la Commission et rue de l'ancienne douane, où se trouvaient tous les consulats et les plus belles palais de l'époque. C'est là que vivait ma famille. Les Italiens d'origine génoise, livornaise, israélite, catholique s'inspiraient des idées libérales, républicaines, masiniennes, révolutionnaires de cette époque. Après 1850, Tunis devint un grand centre de conspiration masinienne. Cependant, le plan de Mazzini d'organiser le débarquement en Sicile depuis Tunis n'a pas été suivi. Avec le traité entre le Grand-Duché et la régence de Tunis,
les Italiens étaient traités d'égal à égal avec les Juifs historiquement présents depuis les nombreuses années en Tunisie. Les traités étaient conclus avec la médiation du chevalier Nicène, consul général de la Toscane, Frédéric César, qui était un lointain ancêtre, parce que était le père de Maddalena, qui a épousé Luigi Visconti, de qui est né Maria Visconti, mon arrière-arrière-grand-père, qui a épousé Francesco Montelatici. Luigi Visconti a fondé la première école italienne en Tunisie. C'est précisément après la modification du traité de paix avec le Grand-Duché en 1846 qu'une nouvelle vague migratoire est partie depuis la Toscane qui s'ajoutera à la précédente des Juifs de Livorno et non parti pour la Tunisie. Plusieurs représentations de la petite et moyenne bourgeoisie italienne ont acquis un rôle important dans le domaine économie administrative. Je cherche d'aller plus vite. Alors, encore, la phase suivante, après le soulèvement de 1848, me permet d'affirmer que, suite également à l'activation de la ligne Eugène Cagliari-Tunis par la compagnie Rubattino, de nombreuses Italiennes, en déplacement même après l'unification d'Italie, sous la poussée de la crise économique, se dirigeant vers la Tunisie. Les flux migratoires ne se dirigeaient plus seulement dans la ville côtière, mais également vers l'intérieur des terres, et les migrants italiens trouvent emploi dans l'agriculture comme ouvriers, ou encore comme miniers, où prédominaient les sardes. Au milieu, je vais choisir encore. Je préfère retourner à ma famille. C'est dans ce contexte que la famille Montelatici quittera la Tunisie pour arriver en Sardaigne. Peut-être que ma famille a probablement rencontré à Tunis l'ingénieur sarde Giorgio Asproni, venu à Tunis pour étudier les mines de Dejal Ressas. Cette mine a fait l'objet d'une étude promue par Giorgio Asproni dans 1877 avec l'espoir de faire un investissement important avec le capital du banquier sardo Pietro Gianni Mameli. Mais en 1877, la possibilité d'avoir une aide financière s'est disparue. Asproni confirme la recherche de gisement, mais il doit retourner en Sardaigne parce que l'entreprise minière tunisienne se retrouvera en faillite. L'expérience en Tunisie se ferme et Asproni fera une autre grande activité minière en Sardaigne. Dans cette année, il y a une intense production journalistique en Sardaigne. De nombreux journaux traitent de la question des Italiens en Tunisie et des sardes particulières. On était publiés à Cagliari des journaux en arabe, tels que El Mostaqbel et l'Avenir de Sardaigne. Je pense que ma grand-tante, qui avait épousé Alessandro De Stefanis, un entrepreneur garibaldien, et elle avait fait le mariage à Tunis, connaît la possibilità di faire société minière en Sardaigne. Il achète une mine en Sardaigne et obtient la concession d'exploitation. Après le déménagement en Sardaigne, mon arrière-grand-père Francesco Giuseppe et sa famille on obtient la mine de Montega. Ce transfert a certainement eu lieu après le traité du Bardo signé au palais de Ksar Saïd dans 1881. Ma grand-tante Anna mariée pour Alessandro De Stefanis, propriétaire et concessionnaire des mines de Montega, après le décès prématuré de son mari, se retrouve à gérer la mine d'abord avec l'aide de son père, Francesco Giuseppe.
On peut présumer que la famille était arrivée en Sardaigne depuis 1890 en suivant Alessandro De Stefanis pour l'entreprise minière. Je vais à la conclusion. Je pense que cette histoire est fascinante, non seulement pour les événements familiaux, mais aussi parce qu'elle raconte une réalité commune à beaucoup, qui voient des familles entières se déplacer vers la côte de l'Afrique du Nord pour retourner dans ce qui était devenu l'Italie. Pour ma famille, n'est pas le Grand-Duché de Toscane qui était Italie, mais n'est pas la Toscane, mais plus précisément la Sardaigne. C'est une histoire qui croise des migrations et des retours politiques ou économiques sur les traces du développement minier qui touchera la Sardaigne. Il était italien, mais ils sont nés à Tunis, où il avait toujours vécu et ils n'étaient pas en train de revenir sur la terre natale de leur famille, la Toscane, mais dans une autre région d'Italie. Pendant le trajet, qui n'a duré que 8 heures, tel est le temps qui nous séparait de Tunis, les trois filles qui étaient ma grand-tante Anna, ma arrière-grand-mère Virginia et la cousine Margherita ont dû voir reculer la ville et la mer qui lui était si chère. Heureusement, Cagliari est une grande ville maritime, l'arrivée en Sardaigne a dû être malgré tout agréable, mais on peut imaginer la tête pleine d'inquiétude et de mélancolie pour les aussi jeunes vies. Je me souviens avoir fait ce voyage dans le sens inverse dans 1970, quand il avait encore des bateaux qui menaient de Cagliari à Tunis. Et je m'en souviens comme d'un voyage passionnant. Je ne savais presque rien de cette histoire de mon arrière-grand-mère. Et c'était une occasion manquée. Merci. Merci Rosa Maria pour ce témoignage, ce parcours et ce voyage. Nous avons, depuis ce matin, nous rencontrons des écrivains, des chercheurs et des personnes qui s'intéressent à cette écriture sur la Tunisie. Maintenant, je vais passer pour vous présenter une autre, comment dire, un autre personnage de cette écriture italienne d'expression française, Rossana Giorgia Gritti, qui est une collègue, une amie, une passionnée de la Tunisie, puisque d'origine elle est italienne. Elle s'installe en Tunisie pendant l'âge de l'adolescence, c'est ça, et après elle part donc toujours dans ce voyage d'aller et de retour, non, que nous portons tous autour de cette Méditerranée. Elle revient après ses études en France. Elle est enseignante, elle s'intéresse à la culture italienne, elle diffuse la culture italienne et la langue italienne en Tunisie, mais aussi son amour pour notre pays. Pourquoi je dis que nous avons cette chance de lire et de connaître des écritures que beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas, et là, de l'enquête historique où on écrit pour se raconter ou pour guérir ou pour se soigner, on passe à une autre écriture d'une enquête policière très intéressante où moi, personnellement, j'ai vu une Tunisie différente avec des yeux d'une écrivaine qui voit notre pays, une période historique aussi différente, des personnages que je rencontre encore aujourd'hui dans la vraie vie. Donc, quand on lit ce roman, on est entre la fiction et la réalité. On est réellement en Tunisie à n'importe quel moment. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Georgia me le dira. Une enquête très, très originale et une écriture, je dirais même originale, dans le sens où on connaît les écrivains, ils racontent leur douleur en général ou leur joie. Et là, on a un fil conducteur, des personnages, comme je vous disais, du déjà vu. Je ne sais pas, de l'inspecteur à la police, à certaines. Moi, je sens même des odeurs parfois quand je lis ce livre, que des odeurs et beaucoup d'émotions. Donc, je te laisse la parole parce que je pense que c'est mieux de t'écouter que de m'écouter. Et voilà, C'est merci. un plaisir d'écouter quelqu'un qui te fait des compliments.
je ne vais pas dire le contraire. En fait, moi, oui, on peut Parce pas. qu'on ne te voit pas là. Voilà. C'est pas grave, mais bon, je comprends les exigences de la communication. Alors, en fait, d'abord, je dois expliquer et remercier Alfonso. Quand il m'a dit, Georgia, tu viens à un congrès, une journée sur les écrivains siciliens de langue française, j'ai eu 15 secondes d'hésitation et après, je lui ai dit oui. 15 secondes parce que je suis bergamasque. Donc, je pense que plus aux antipodes de la Sicile que moi. Mais en fait, quand lui, il m'a dit cette chose, j'ai pris mes 15 secondes et j'ai dit, mais non, mais en fait, moi, je peux participer. Absolument, parce que je pense que de toutes les personnes qui peuvent se définir siciliens de Tunisie, moi, je suis l'incarnation du Sicilien de Tunisie. Tout d'abord, je parle que lecture que j'ai fait à mon adolescence, avant d'arriver à Tunis, en fait, moi, j'étais très charmée par tous les auteurs siciliens. Et j'avais déjà en moi les jeans, bon, la Providence dei Malavoglia de Verga. Et les jeans qu'après j'ai retrouvés ici en Tunisie, déjà ils étaient dans ma tête à l'époque. Ensuite, j'étais très charmée par toutes les demeures abandonnées, tous les lieux qui étaient dans le Gattopardo, par exemple. Et je les sentais très proches, mais j'étais petite, j'étais au milieu de la neige. Il y avait les Alpes Orobie, elles s'appellent juste derrière Bergame, derrière Mondo. Et je me disais, mais quel beau paysage, quelle belle sensation et atmosphère. Et que dire, les temps suspendus. Parce que moi, je vivais dans un temps très frénétique malgré mon jeune âge, parce que Bergame était une ville très dynamique, elle a toujours été une ville fermée entre les montagnes et en même temps très proche de Milan, donc extrêmement active. Et les temps de Ivi-Chéret, voilà, autre souvenir de ma jeunesse. Et j'adorais ça, j'adorais toutes ces lectures. Quand je suis arrivée en Tunisie, à l'âge de 16 ans, moins quelques jours, je suis arrivée, j'ai débarqué, je suis sortie et effectivement, je me suis sentie pénétrée par quelque chose qui avait été jusque-là très, très abstrait, très imaginaire, mais ça faisait déjà partie de mon monde imaginaire. Et là, je l'ai rencontré. J'ai rencontré ce monde qui, pour moi, avait été qu'une histoire, que des images abstraites dans ma petite chambrette, à Heidi et tout ça. Donc, là, ça a été la rencontre. Et tout ce monde imaginaire et de fiction littéraire s'est matérialisé, comme je vous disais. Mais comment je suis arrivée à l'écriture de ces enquêtes policières qui se développent, qui se passent toutes en Tunisie, hein, différents lieux, différentes villes, mais bon, le personnage, c'est toujours le même. En fait, j'y suis arrivée parce que, après la Révolution, donc 2011, le premier voyage que j'ai fait, ça a été en Sicile, parce que ma mère, avait été là avec moi, quand elle a quitté la Tunisie, évidemment, elle n'a pas voulu retourner à Bergame, impossible. Elle a voulu s'installer en Sicile. Et donc, elle m'a dit, ah, c'est les vacances, viens me voir. Et donc, je suis allée aussi en Sicile. Ce n'était pas la première fois, j'avais été très petite. Mais effectivement, ça a été pour moi quelque chose qui a déclenché une chose. Je me suis dit, il faut que je raconte ma Tunisie, parce que ma Tunisie va se perdre. Ma Tunisie, qu'est-ce que c'est pour moi? Ma Tunisie, c'est ma terre adoptive. C'est la mère nourricière qui n'est pas la mère qui m'a enfantée, mais c'est celle qui m'a grandi, qui m'a nourrie. Et alors, je commençais à réfléchir et à me dire, mais qu'est-ce que je peux laisser, très prétentieux, hein, sincèrement, mais qu'est-ce que je peux laisser
pour que cette image que j'ai de ma Tunisie, la Tunisie avant la Révolution, la Tunisie qui m'a grandi, ne se perde pas. Et j'ai pensé, j'ai jamais lu l'histoire d'un commissaire comme Hercule Poirot, comme Dupont, comme Camilleri, mais je n'ai pas du tout la prétention parce que mon Ryan Ben Abdallah, c'est-à-dire mon écriture, elle n'est pas bonne. Et là, on arrive au vrai problème. Dans ce matin, je remercie Flaviano d'avoir touché un mot sur ça. Donc, Ryan Ben Abdallah, l'inspecteur tunisien, c'est lui qui devrait incarner le cliché, que pour moi, c'est des clichés, parce que je ne peux pas me permettre de dire que la Tunisie, c'est ce que moi, je vois. Moi, j'ai beaucoup de clichés dans la tête et je les imagine. Et pour ça que gentiment, Myriam, elle dit, j'ai l'impression de les voir, ces personnages. Mais voilà, moi, je me suis nourrie de tout ça. Et donc, je disais, mais quelle langue? Moi, j'ai une amie qui lisait, elle me disait, Georgia, c'est du punique. C'est pas bon, une amie française. Et après, elle me disait, mais j'adore parce que je comprends. Comme elle vient de Tunis, mais elle vit en France et elle est un peu comme les personnes que nous sommes ici en ce moment contaminées. Elle me disait oui. Et je disais, Sophie, s'appelle Sophie, comment je fais? Moi, je parle espéranto chez moi, même avec mon fils, on ne parle pas une langue bien définie. Et donc, ma voix intérieure, celle qui sert à l'écriture, du moins quand on prétend écrire, elle sonnait de différentes façons et il y avait plusieurs langues qui s'entremêlaient. Et ça a été très difficile parce que d'abord, quand j'écris, je commence et j'entends en italien. Après, j'ai 3 mots en arabe qui me rentrent dans la tête, bien que je ne sois pas arabophone, hein, mais j'ai beaucoup de choses. Il y a certains. C'est-à-dire, j'ai énormément d'expressions. Après, j'ai la langue française qui m'a. J'ai étudié à Paris 4, donc toute la littérature française, c'est ma construction, c'est mon amour, c'est la langue de l'amour pour moi, mon amour, la langue française, à part le cliché de français, langue pour l'amour. Et donc, ça a été très difficile d'entendre ma voix et de raconter en même temps des enquêtes policières, donc où il y a un énigme qui soit possiblement un peu mystérieux. Je n'ai malheureusement pas du tout l'habilité des grands écrivains d'enquête. Et ça, je m'en suis rendu compte très rapidement. Je n'ai pas cette capacité de construire des mystères à ce niveau-là. Donc, je suis revenue en fait à ma première pulsion qui était celle de raconter ma terre, la Tunisie, et donc de parler des personnages et des personnes et de figer dans un moment suspendu la Tunisie de l'époque avant la Révolution, parce que c'est celle-là que moi j'avais dans mes pensées. Bien évidemment, c'est la même Tunisie d'aujourd'hui, mais je voulais la figer et toutes les enquêtes donc se passent dans l'époque entre guillemets de Ben Ali, l'époque Ben Ali je l'appelle. Les personnages, ce sont justement l'homme Ryan, c'est un peu les hommes tunisiens qu'on voit à la plage qui lavent les pieds aux enfants parce qu'ils sont très paternels, donc ils ont des bouteilles remplies d'eau et ils nettoient bien gentiment les pieds à leurs enfants. C'est les hommes tunisiens qui embrassent leur mère sur le front parce qu'ils ont une dévotion. Donc lui, il est ça, c'est l'homme tunisien comme ça, pour ça je te parle d'un cliché. Mais c'est aussi l'homme qui est très brusque et violent avec un criminel, qui n'a pas de problème pendant un interrogatoire à les frapper avec les annuaires téléphoniques. Donc, il a cette double forte personnalité. Je le vois avec des moustaches, grande taille, un peu comme ça, baraqué, très amoureux de sa femme, qui est une femme tunisienne qui a une vie très, disons, très, très simple et qui enseigne, qui vit loin de lui et qui parfois est fatiguée de ce rapport
parce qu'elle s'est mariée un peu par convention et pas forcément par amour. En fait, même Ryan ne s'est pas marié par amour, mais il accepte davantage cette responsabilité d'être un homme. Il y a le gardien du commissariat, il y a les 2 agents, Malek, la belle femme qui est jeune tunisienne et qui veut devenir comme son chef. Il y a un moment, en fait, ce sont tous des personnages qui sont les personnages que j'ai rencontrés. C'est pour ça que j'ai intitulé l'intervention Ryan Ben Abdal entre fiction et réalité. Tout ça se lie ensemble et le fil conducteur, c'est la Sicile. Parce que moi, quand je lisais les romans siciliens et quand j'étais très jeune, je voyais tout ça. Et la Sicile était pour moi un mirage. Un mirage. Et la Tunisie, c'est comme si elle avait concrétisé ce mirage. Et c'est pour ça que je ne suis jamais partie, en fait. Que tout le monde, après la Révolution, dans ma famille, les amis me disaient, mais non, pars. Que pourquoi tu restes là-bas toute seule? Moi, je reste ici. Tant qu'il n'y aura pas de situation où on peut dire non, il faut s'en aller. Mais c'est vrai que voilà pourquoi j'ai accepté de participer. Il m'a fallu 15 secondes de réflexion, hein, parce que quand même j'avais un peu honte. J'ai dit non, mais pourquoi? Et voilà, donc moi j'espère de ne pas vous avoir, disons, ennuyé. Ça, c'était les pensées que j'avais à vous exposer. Et je vous remercie de m'avoir écouté si patiemment. Merci. Merci Georgia. Je vous invite à lire bien sûr tous ces livres qu'on a présentés. Et le roman de Georgia, il est publié aux éditions Arabesque, bien évidemment, puisqu'on a parlé tout à l'heure et on avait oublié de mentionner cela. Donc voilà, on termine en beauté. Avec une intervention du professeur Bassem Aloui, Migrance et insularité dans les écrits d'Alfonso Campisi. Le professeur Aloui est docteur en langue, littérature et civilisation française. Il est enseignant-chercheur à la faculté des lettres et des arts des humanités de la Manouba. Il dirige le département de français. Il est chercheur associé au laboratoire recherche sémantique et études linguistiques. Il est l'auteur de plusieurs publications et il est également directeur de l'Alliance française de Tunis. Il préside par ailleurs la commission des sciences et des religions. Il travaille surtout sur les religions traditionnelles africaines, sur la littérature maghrébine. Enfin, il va nous exposer maintenant un peu une vision différente des écrits de M. Campisi. Merci Bassem et à toi la parole. Merci à vous, Madame la Présidente. Pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est, je pense, très clair, c'est pour rendre hommage à un ami, à un collègue, je dirais un grand homme, un excellent passeur, Alfonso Campesi, figure éminente de la scène universitaire et littéraire tunisienne et italienne. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de migrance et insularité essentiellement dans Terre promise. Ce roman, cet excellent roman édité chez Arabesque et qui a eu le prix international Flaiano. Donc, je commence ma communication. Chez Campesi, chaque pas vers l'inconnu est une exploration de soi et du monde, dit-il. La migrance se révèle féconde, porteuse d'identités plurielles. Loin d'un simple fait historique, le mouvement dessine les trajectoires d'une expérience existentielle marquée par le désenracinement, la douleur et la quête d'un ailleurs différent et divers. À travers une écriture sensible et engagée, l'auteur restitue des déchirements identitaires, des fractures culturelles et des recompositions propres à toute errance relative à la migrance. Son texte se déploie ainsi comme un espace de réflexion sur l'exil, une réflexion sur les langues et sur les territoires et leur appartenance. Comment lit-on la migrance et l'espace dans l'œuvre de Campisi? Nous verrons
que ce récit propose une lecture à la fois historique, linguistique et intime de la migrance sicilienne, révélant l'enchevêtrement complexe entre mémoire, altérité et transmission. Je cite l'auteur. Négligé par le nouvel État italien qui a connu son unité en 1861, les Siciliens décidèrent de quitter leur Sicile natale suite aux conditions de vie exacerbantes et à la pauvreté vécue au quotidien. La seule solution était celle d'émigrer vers d'autres pays. Fin de citation. À travers le destin des personnages et la mémoire des familles migrantes, le récit de Campesi éclaire cette période de l'histoire sicilienne et en restitue la dimension humaine en faisant corps avec l'exil, en révélant ses peines, ses aspirations et les décisions intimes qui en dessinent les contours. D'ailleurs, cet exil se définit dans une logique de survie collective face à l'effondrement socio-économique du Mezzogiorno post-unitaire. Comme l'ont montré plusieurs historiens, je pense notamment à Aurel, l'émigration de la fin du XIXe siècle s'explique en grande partie par l'échec de l'intégration du Sud dans la nouvelle nation italienne. Dans le roman, cette dynamique migratoire prend corps avec l'insularité de Favignana, qui se présente à la fois comme espace géographique concret et métaphore de l'enfermement social. L'île devient un personnage collectif au sens bachelardien. C'est un espace structuré par des traditions rigides, un ordre communautaire étouffant et une mémoire immobile. L'organisation sociale y repose sur, je dirais, une hiérarchisation implicite et elle est renforcée, et il nous le montre parfaitement, par la toute-puissance du regard des autres, les injonctions religieuses et les destins familiers assignés, notamment pour les femmes. La mafia locale, omniprésente, elle ajoute aussi à cet enfermement une forme de violence. Tout écart devient alors transgression selon Campesi et tout désir de liberté s'apparente à une menace pour l'équilibre collectif. C'est dans ce contexte social d'immobilisme que le départ devient non pas un choix personnel, mais une nécessité vitale. Les frères Banino qui vont ouvrir la voie. Et loin d'être héroïque, le départ apparaît comme une réponse tragique à l'impossibilité de se projeter dans l'avenir. Ce départ s'impose comme un seul horizon possible pour ceux qui refusent la résignation. Ce geste de fuite est cependant ambivalent. Il provoque une déchirure intime, une tension entre l'attachement aux origines et la quête d'un ailleurs plus hospitalier. Et c'est la mère qui s'impose. Pourquoi? Parce qu'elle est omniprésente dans son roman et elle matérialise évidemment cette tension parce qu'elle est à la fois la frontière et l'ouverture. Elle est à la fois la séparation et la promesse. Et cette mère fonctionne comme le dit Glissant, et pourquoi en fait je pensais ce livre de Campesi comme un livre des périphériques, puisqu'il vient de la Sicile. Et pour comprendre un livre des périphériques, il faut imposer une lecture décentrée. Et je pensais notamment à Glissant et à Homi Bhabha. Donc, cette mère, elle fonctionne comme un seuil de relation, non pas un point de rupture, mais un espace de passage et de traduction entre les mondes. Ce qui est fantastique, en effet, c'est que les personnages ne fuient pas leur île, ils l'emportent avec eux, dans leur langue, leurs gestes, leurs souvenirs. Campisi fait de ces personnages des passeurs de mémoire, des porteurs d'une identité qui ne s'ancre pas uniquement dans un territoire, mais dans des réseaux affectifs, culturels et symboliques. En cela, leur migration devient l'extension, c'est une hypertrophie de lieux, donc c'est une extension de l'île dans l'ailleurs, une continuité vivante au-delà des frontières physiques. Le roman Terre promise suggère que cet exil, aussi douloureux soit-il, peut devenir espace de recomposition, matrice de récits partagés et lieu d'invention de soi. Je cite encore l'auteur, choisir cette façon de fuir sa terre ne se fit pas sans douleur, ni pour les jeunes filles, ni pour leurs proches. Le départ se présente comme une dynamique contrainte.
parce qu'il est porté par l'épuisement des possibles et alourdi par le poids symbolique de ce que quitter signifie, en particulier pour les jeunes femmes. Je pense notamment à Angela et à Maruccia, excusez ma prononciation italienne très médiocre, Ingoia, Penuzia, Ticerello, Graziella. Toutes ces femmes, et le matin d'ailleurs il a parlé de ces 16 femmes qui ont quitté la Sicile, dans des sociétés, je pense, où l'attachement à la terre natale, à l'attachement au foyer et aux normes communautaires est fondamentalement genré. Le départ féminin devient un geste transgressif perturbant l'ordre établi. Pourquoi? Parce qu'il remet, à mon sens, en cause non seulement la structure familiale en Italie, mais aussi les récits collectifs d'identité et de transmission. Comme l'a montré Françoise Lyonnais dans ses travaux, les subjectivités féminines migrantes sont traversées par des tensions multiples entre désir d'émancipation et assignation symbolique à la fixité identitaire. Ce n'est donc pas seulement un territoire que l'on quitte, mais un dispositif d'appartenance. La terre natale, telle qu'elle est décrite par l'auteur, est chargée d'affect, de rôle, de prescription. En ce sens, fuir pour Campesi est le sens de processus doublement déstabilisant. Il brise l'ancrage spatial et il fragilise la structure symbolique de chez soi. Le mot, il est à l'auteur. Ce que perdent les jeunes filles dans le roman d'Alfonso Campesi en partant, ce n'est pas seulement une communauté, mais un lieu où leur existence, même contrainte, était encadrée et nommable. Le récit ne romantise donc pas le départ, il le problématise comme une fracture nécessaire. Cette conscience du départ comme expérience liminale entre rupture et recomposition participe d'une relecture, critique de l'exil comme déconstruction identitaire, au sens où l'individu migre aussi hors de ses assignations culturelles et générées. Il s'agit pour ces femmes-là de désapprendre une appartenance, tout en tentant d'en réinventer un autre dans l'ailleurs même incertain. La douleur, telle qu'elle est décrite par Campesi et telle qu'elle est évoquée, n'est pas l'effet secondaire du départ, mais sa substance même. Elle exprime l'enjeu de toute traversée quand celle-ci implique de renoncer à des repères fondamentaux sans certitude de leur emplacement. Le texte donne voix à cette douleur, non pas pour la figer dans la nostalgie, mais pour en faire le point d'origine, d'en être en mouvement, marqué par cette déchirure entre attachement et déplacement. Et je pense que ce texte transforme l'identité en seuil. C'est un espace d'inflexion où l'identité vacille. Cette identité, elle se défait et se reformule au gré des forces contraires de l'exil et de l'ancrage. Le matin, vous avez parlé, Alphonse, de ce changement du nom. Vous avez dit que c'est Ilaria, la fille de Rosa Balduca, c'est ça. Et puis, à la fin du roman, vous avez dit que c'est Ilaria de Tunisie. Et je pense que l'identité, et c'est un moment clé dans votre roman, l'identité, elle est transformée par le départ. Le lieu d'arrivée prend le pas sur le lieu d'origine. Et l'identité dans votre texte, elle se définit par le projet migratoire. Et c'est très important pour moi. Là, je passe en fait à un deuxième moment de ma lecture sur la langue et l'identité hybride. Et je vous cite, les Siculo-Tunisiens sont une race à part. Ils sont des Siciliens nés en Tunisie, parfois depuis 3 ou 4 générations, de nationalité italienne ou française, et ils parlent une langue qui est le siculo-tunisien, un mélange de sicilien, arabo-tunisien, français et italien. Même leur langue est une langue à part. La désignation de siculo-tunisien comme une langue à part ne relève pas d'un simple constat folklorique ou d'un exotisme linguistique. Elle traduit une réalité sociolinguistique profondément hybride, reflet d'une histoire migratoire complexe et d'une cohabitation culturelle dense. Ce mélange sicilien, arabo-tunisien, français et italien constitue une forme vivante d'invention langagière ancrée dans l'expérience de la traversée de l'exil et de la coexistence linguistique. Il s'agit d'un idiome sans prestige,
institutionnelle ni codification officielle, mais pourtant porteur d'une mémoire collective, d'une oralité enracinée et d'un imaginaire sicilien en mouvement. Dans cette perspective, cette langue à part devient le symbole d'une altérité assumée, une forme de résistance à la norme linguistique imposée par le français qui est le centre du pouvoir. Elle affirme ce que Édouard Glissant appelle une poétique de la relation où chaque langue porte en elle des imaginaires multiples et entremêlés. Je cite Glissant, « On ne peut plus écrire une langue de manière monolingue. On est obligé de tenir compte des imaginaires des langues. Et c'est ce que je pense mon écrivain a fait. Ainsi, le siculo-tunisien échappe aux logiques de purification et d'homogénéisation. C'est une langue créole au sens fort, c'est-à-dire née de la rencontre, du frottement et du déplacement à la fois. Cette langue composite devient aussi le lieu d'une mémoire vive, non pas un simple vestige du passé, mais une archive parlante des trajectoires, de ses déplacements. Chaque mot, chaque tournure y porte la trace de plusieurs mondes, celui de la Sicile natale, celui de la Tunisie coloniale et post-coloniale, celui de l'administration française et celui du quotidien arabo-méditerranéen. Le siculo-tunisien fonctionne ainsi comme un palimpseste linguistique, une surface où les voix de l'histoire et de l'exil s'inscrivent, s'effacent et se réécrivent. Cette langue ne doit pas être interprétée comme une langue minorée ou comme une langue à part, comme vous le dites, mais comme une langue du futur, une langue de la migrance, à l'instar de ce que Jean-Claude Charles nomme l'Henri errance, ce double mouvement d'enracinement et d'errance. Le siculo-tunisien est une langue de borderlands qui tient du lieu sans s'y fixer, qui raconte l'histoire sans s'y enfermer. Elle est à la fois transmission et transformation, héritage et invention. Dans un monde où les langues dominantes cherchent à absorber ou à effacer les idiomes dits impurs, c'est votre mot, le siculo-tunisien témoigne au contraire de la force poétique des langues composites, de leur capacité à dire le monde autrement, à le rendre habitable pour ceux qui vivent l'entre-deux. Je vous cite, « Le sicilien local multipliait les emprunts linguistiques à l'arabe populaire, devenant ainsi la langue la plus répandue dans les lieux publics, où chacun s'exprimait à sa manière et où tous se comprenaient. Mais il est évident que beaucoup d'artistes et d'intellectuels italiens choisiront le français. Le poète Mario Scalesi pensait effectivement que la langue française, réunissant et interprétant les différentes mentalités du pays, exprimait au mieux l'unité intellectuelle tunisienne. » Fin de citation. Je pense que votre choix peut être interprété, et là je m'adresse directement à mon auteur, donc je pense que votre choix du français peut être interprété comme un geste de médiation, mais aussi comme un compromis. Votre position appelle un tiers espace, c'est le mot de Homi Bhabha, sorte d'entre-deux culturel où l'on négocie sans cesse son appartenance. C'est dans l'interstice, dans cet espace hybride, que le contact linguistique prend toute son ampleur, au sein duquel se forme une langue fluide socialement partagée entre sicilien et arabe dialectal. Cette situation de perméabilité rappelle ce que Calvet appelle un espace de conflit conflictuel, dans lequel les langues en présence s'interpénètrent, se métissent et parfois elles se déforment. Le sicilien de Tunisie, par ses emprunts de l'arabe populaire, reflète un vivre ensemble fondé sur l'usage et non sur l'imposition d'un standard. Votre français, et celui de Scalesi aussi, se présente non comme un reniement de l'identité, mais un outil de traduction de la multiplicité. La Tunisie coloniale apparaît ainsi comme un espace stratifié, traversé par des lignes de fuite, mais aussi des lignes de fracture, des passerelles où chaque langue joue un rôle dans la construction de soi et du collectif. Cette dimension méditerranéenne de cette polyphonie mérite d'être soulignée. Pourquoi ? Parce qu'elle témoigne d'une longue tradition de métissage linguistique nourrie par la migration, vous le montrez, nourrie par le commerce et par la colonisation.
Ce contact offre une sorte d'anthropologie, je dirais même panthéon linguistique, générant des formes d'énonciation nouvelles, des idiomes hybrides qui articulent mémoire et altérité. Cette poétique du mélange, loin d'appauvrir la langue, la réinvente. On assiste ainsi à une sorte d'hétérolinguisme créateur puisque chacun s'exprimait à sa manière et que tous se comprenaient. Cette déclaration constitue un hommage implicite à cette polyphonie culturelle qui nous vient de la Sicile et qui met en lumière une écologie langagière dynamique traversée par les diversités des appartenances et des héritages. Votre terre promise promeut donc la translation culturelle, cet espace où les langues s'effleurent, se contaminent, se recomposent. Je vous cite encore. Les frontières linguistiques s'estompent, deviennent poreuses et laissent place à une langue nomade, souple et mouvante, langue matrice d'un entrelacement des idiomes. Il reflète, à mon sens, cette dynamique propre à la scène tunisienne. Chacun y parle à sa manière, tous se comprennent. Je vous cite, pour l'avant-dernière fois, je pense. Je suis désolé. Je me sens profondément sicilien et tunisien. J'ai toujours vécu respirant la Tunisie depuis mon enfance. Lorsque ma grand-mère maternelle, Vettina Caruso, me racontait sa vie dans le pays d'adoption de toute sa famille. Il ne s'agit pas de juxtaposer deux appartenances fixes, mais de rendre compte d'un vécu relationnel enraciné dans l'entre-deux, où l'identité correspond au modèle de l'identité-relation, où l'être se définit par un réseau de connexion et de mémoire. L'image du respirer la Tunisie suggère une immersion charnelle et affective, une relation sensorielle au territoire, marquée par une familiarité profonde et intime. On ne respire pas ce qui est proche, intime, incorporé. Le verbe respirer met en exergue une forme d'immersion affective dans laquelle le corps et la mémoire s'enracinent instantanément dans un espace vécu. Le narrateur ne dit pas qu'il vient de Tunisie, mais qu'il l'a inhalé, qu'elle a littéralement formé. Je vais sauter, je laisse tout cela pour l'heure. D'accord. L'énoncé « je me sens profondément sicilien et tunisien » porte en lui une philosophie de l'hybridité, une manière d'assumer cette identité qui ne cherche pas à se résoudre entre les séparations des deux rives, mais à les faire dialoguer. Dans ce processus, l'identité devient processuelle, en perpétuelle recomposition, façonnée par la mémoire, les récits et les liens affectifs. Je pense notamment au récit de la grand-mère. Dernière citation d'Alfonso, le Sicilien occupait une place se situant entre celle du colonisateur et celle du colonisé. Il était un trait d'union entre les Français et ce qu'on appelait à l'époque les Arabes, à savoir les Tunisiens. Dans cette affirmation, le narrateur procède à une mise en discours de sa propre position dans l'espace tunisien en se situant explicitement entre deux pôles constitutifs de la constitution ou de la structure coloniale, celui du colonisateur, le français, et celui du colonisé, dit de manière généralisante, voire stigmatisante, l'arabe, puis le tunisien. Ce tiers positionnement, qu'on pourrait qualifier d'interstitiel, est renforcé par la métaphore du trait d'union, dépasse le rôle fonctionnel d'intermédiaire pour reprendre une dimension poétique et affective. En se représentant comme pont entre deux mondes, le narrateur exprime un désir d'enracinement partagé. Il ne s'agit pas seulement de médiation linguistique ou sociale, mais d'une posture existentielle, celle d'un sujet qui, exclu des cercles du pouvoir, refuse également d'être étranger à la terre qu'il habite. J'arrive à ma conclusion. Oui. Et pour conclure, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à trouver une conclusion qui reflète un peu l'écrit d'Alfonso Campes, et j'ai pensé à ce paragraphe d'Émile Olivier, un écrivain haïtien sur lequel je travaille. Je le cite, « Migrer, sans aucun doute, est une tragédie, mais c'est aussi un salut. Il faut composer avec ces deux versants, et l'on se ment à soi, même si l'on oublie l'un d'eux. J'ai forgé le mot migrance pour indiquer que la migration est à la fois une douleur,
la perte des racines, d'une certaine neutralité et une posture de distance, un lieu de vigilance. Je perçois clairement que cette situation arrache le bain utérin, la langue maternelle, la terre natale, l'unité identitaire, mais cette violence porte aussi en elle une contrepartie, celle de l'émergence d'une individualité polyphonique née dans un univers décloisonné, marqué par l'irisation, le rhizome, le foisonnement, le bourgeonnement de vie et de liberté. Le personnage campisien porte en lui tous les lieux traversés. Il en fait une mémoire vivante, une langue en marche, un corps traversé par des territoires multiples. Il ne s'agit pas de remplacer une appartenance par une autre, mais de composer un monde à soi à partir des fragments du monde. Merci. Merci beaucoup, Bassem, pour ce magnifique exposé sur cette intervention autour de l'œuvre de Monsieur Campisi. Merci à tous d'avoir respecté, malheureusement j'avais un rôle assez difficile, de vous bloquer à certains moments. Donc merci à tous d'avoir respecté les temps. Merci pour ce voyage à travers le temps. Et je pourrais dire que on a cousu et recousu peut-être des choses, le déchirement ou la déchirure à travers toutes les langues autour de cette Tunisie qui parle au pluriel à travers ses cultures, ses religions et toutes les civilisations. À partir aussi de ce voyage que beaucoup de Siciliens ont fait dans notre terre et vice-versa, que beaucoup de Tunisiens sont en train de faire et de construire en Italie et en Sicile. Donc je laisse la parole maintenant aux questions. Voilà. Tutti stanchi. Je voulais juste dire deux mots sur rebondir sur la dernière communication, mais que ça reprend aussi des aspects d'autres communications. Quand on a parlé on a dit beaucoup de choses sur la Sicile et on a exprimé différents points de vue sur la Sicile, même par rapport à la péninsule dite comme ça. Alors, moi, je voulais dire une chose, parce que la Sicile, c'est juste quelques réflexions que je voulais rajouter à la réflexion générale. Et je pense que la Sicile, qu'on considère souvent périphérie, paradoxalement, à mon sens, a toujours constitué un centre. C'est-à-dire que par rapport à l'espace méditerranéen, il n'y a pas une autre région qui peut témoigner d'une superposition culturelle, une stratification presque géologique, je dirais, de cultures les unes sur les autres, mais à travers des couches qui ont toujours été perméables et pas imperméables. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense que la Sicile peut être aujourd'hui considérée, et c'est pour ça que la littérature sicilienne est une littérature que, historiquement parlant, c'est une littérature chorale. Je veux dire, Verga, qui a été cité aujourd'hui, mais bien avant Verga, d'autres auteurs siciliens, c'est les écrivains siciliens qu'au sein de la littérature italienne ont fondé le point de vue choral et la narratologie chorale. Parce que ça vient justement, à mon sens, ça c'est une réflexion que je fais, de cette superposition énorme. Et la dernière chose, après j'ai beaucoup de choses que je voulais dire, mais je me limite juste à une deuxième réflexion, c'est par rapport à la migration du 19e siècle, par rapport à l'unification d'Italie, au processus. Moi, je pense que l'histoire sicilienne n'est pas une histoire atypique. Parce qu'à partir du 19e siècle, si on prend en compte les histoires de migration, il y a des villages entiers qui se dépeuplent en Italie. Le Molise, que personne n'en parle, mais c'est une région qui s'est vidée des 2 tiers de ses habitants entre la fin du 18e et le début du 19e. La Calabre.
La Calabre aussi a perdu les 2/3 de ses habitants. La Sicile, on en a parlé ce matin, qui a perdu. C'est-à-dire, et non seulement parce qu'on parle toujours du Mezzogiorno, mais on peut parler des régions du nord-est de l'Italie qui ont perdu la moitié de la population entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Alors, est-ce que l'émigration, je me pose une question, est-ce que l'émigration sicilienne en Tunisie est le résultat de la, comment dire, de la faillite presque ou de l'échec d'une unité? Alors, c'est très complexe de donner une réponse parce que l'histoire italienne est une histoire plurielle. Contrairement à, c'est pas une question d'unification récente ou pas récente, moins récente. Encore aujourd'hui, moi je vous parle en tant qu'émigré, moi ça fait 27 ans que je vis en France, donc quand on croise un Italien en France et les Français demandent tu viens d'où? Ils te disent jamais d'Italie. Ils te disent le nom d'une région, le nom d'une région ou d'une ville. Parce que l'Italie, c'est une... Moi, je l'ai toujours pensé, mais ça, c'est l'histoire qui le dit, est un pays aux 1000 langues, aux 1000 monnaies, parce qu'on n'a pas eu des monnaies, on n'a pas eu une seule monnaie, on n'a jamais eu une seule langue. Rarement on connaît un pays comme l'Italie où, si on pense à l'histoire de la langue italienne, les questions sur la langue en Italie, on en a eu 2 par siècle, parce qu'on ne savait pas quelle devait être la langue littéraire de ce pays. Pourquoi? Parce qu'on a eu toujours plusieurs langues littéraires. Il y a eu le napolitain, il y a eu le milanais, il y a eu le sicilien, où d'ailleurs à la cour de Palerme naît la poésie. Parce que la poésie, tout le monde dit, ben, c'est la poésie toscane. Non, c'est une poésie qui naît en Sicile. Le sonnet, pour la première fois, a été utilisé en Sicile, en reprenant le sonnet occitan. Donc, après, on a la poésie en langue toscane parce qu'on manque des manuscrits en langue sicilienne. D'ailleurs, on ne sait même pas ce qui était cette koiné poétique sicilienne. Donc, je voulais juste donner ces idées parce que parfois, moi je pense qu'il faut problématiser davantage et prendre en compte plusieurs points de vue, plusieurs contextes historiques, politiques. Et puis il ne faut pas oublier que il Regno delle Due Sicilie, le royaume des 2 Siciles, ça a toujours été un pays qui a eu une domination alternée entre des familles françaises et espagnoles, mais depuis des siècles. C'est-à-dire qu'après le Moyen Âge, ça n'a jamais existé l'époque communale dans le royaume des 2 Siciles. Donc après, on parle de mafia, mais la mafia, c'était un système de défense au départ. C'était pas du tout la mafia qu'on connaît aujourd'hui et la mafia moderne et contemporaine, appelons-la comme ça. Mais la mafia, c'était aussi le résultat d'une histoire de rapport de force au niveau social, surtout. Et c'est très complexe à décrypter. Donc, je pense que cette migration sicilienne, qui est importante vers la Tunisie, bien entendu, qui a toutes ses spécificités, hein, voilà, mais il faut aussi la voir dans l'ensemble des migrations qui ont concerné l'Italie et les pays de destination, c'est l'Australie, parce que normalement, on la nomme jamais, mais la plus grande communauté de Calabrés dans le monde est en Australie. Voilà. Et l'émigration du sud d'Italie vers l'Argentine, le Brésil, l'Amérique latine, mais on a des centaines de milliers d'ailleurs d'Italiens de nationalité, de personnes de nationalité italienne aujourd'hui en Argentine, au Brésil, etc., qui ne savent pas du tout ce que c'est l'Italie parce que ça vient de 4, 5, 6 générations à l'arrière. Donc, vous voyez, et là aussi, la question de nationalité, ça ouvre encore une question parce que c'est très important. Une semaine.
Juste en fait une idée par rapport à, à la remarque de périphérie. C'est cette littérature eurocentrée et cette perspective en fait qui nous informe d'une manière absurde que la Sicile, c'est la périphérie en Europe parce elle a été longtemps dominée et marginalisée, et périphérique aussi en colonie parce qu'elle n'a pas été au centre du pouvoir colonial impérial. Mais pour moi, la Sicile, c'est le centre du monde. C'est une littérature qui me parle. Ouais. Ouais. En fait, si on veut parler de la Voilà. langue italienne, C'est des passeurs. Moi, je viens de la montagne et j'habite la frontière. Pour moi, il n'y a pas de frontière. C'est un mot absurde. Donc, c'est le centre du monde. non, je Voilà. voulais dire que si on veut parler de la langue dantesca, on l'a établie en Italie à partir de Cavour et de Napoléon, parce que Napoléon avait demandé à Garibaldi, tu me donnes Nice, ça fait 200 ans presque, et moi, j'édifie l'Italie, et on impose la langue italienne. Et c'est à partir de là, la langue italienne de dantesca s'est divulguée dans les écoles. Elle n'était absolument pas avant ça, c'était les dialectes. Chacun parlait son dialecte bergamasco, turinese, milanese. Et à partir, chacun avait son dialecte. À partir de Cavour, à partir de là, à partir de l'unification de l'Italie, la langue a été mise dans les écoles. Elle n'était pas partout. C'était difficile d'avoir des professeurs à l'époque. Petit à petit, ça s'est instauré. C'est ce que j'ai appris à l'université. Voilà, quindi vabbè, già abbiamo concluso, quindi vi ringrazio tutti, grazie Miriam, grazie, hai fatto pardon, je parle en italien, et bon, merci à tout le monde, et bon, j'espère que ça va être notre première rencontre, peut-être il y en aura d'autres, et les années à venir, et vraiment merci, et je vous vois donc à 19h. Bon, venez un petit peu plus tôt parce qu'on risque de ne pas trouver de place. Donc, essayez 18h30 si vous pouvez. On se donne rendez-vous à l'Agora, à la Marsan. Et je vous remercie encore et à ce soir. Merci. Merci. Pardon?